attention, si tu n'as pas connu les années stranges, si tu ne captes pas le second degré, si tu es un Kevin... Eh ben allez vous faire branler par Olivier Mine. Bon alors ça fait quoi? 5-6 secondes qu'il parle? Il a déjà dit une vulgarité? Eh ben ça promet, hein. Depuis sa création par Stan Lee et Steve Ditko en 1962, Spider-Man a connu pléthore de super vilains à combattre, mais s'il en est un qui lui a donné beaucoup de fil à retordre, c'est bien le Docteur Octopus. Non. Il est le premier à l'avoir battu dès leur première rencontre dans l'Amazing Spider-Man numéro 3. Le Docteur tient ses pouvoirs de ses bras tentaculaires en acier qui lui donnent l'aspect d'une pieuvre, d'où son nom d'Octopus. L'ironie du sort fait que Otto Octavius a réussi à faire la conquête de Tante May. Oh, you touch my tra-la-la. Mais non, pas cette Tante May là, celle-ci. Et il voudra même l'épouser, la croyant en possession d'un fabuleux héritage. En France, les lecteurs ont pu voir le Docteur Octopus à moult reprises, depuis le Fantasque numéro 7 en 1969, ou dans le Marvel numéro 6 en 1970, sans oublier dans Strange, ou même Speedé, mais également dans des albums de l'Araignée, en particulier le numéro 9, appelé fort justement Docteur Octopus. À l'instar de Brigitte Macron conservée dans le formol, j'ai bien préservé cet album des affres du temps. Mais coquinou que je suis, ce n'est pas de cet album dont j'ai envie de vous parler. Aujourd'hui, en effet, je voudrais que l'on s'attarde plutôt sur l'album numéro 13 de l'Araignée, parce que j'en ai envie. Publié chez Lug en 1981, il s'intitule « Les tentacules ensorcelés ». Gros potentiel au premier abord. Gros potentiel. On se dit qu'il y a du créatif qualifié chez Lug. Bon alors, je préfère vous le dire tout de suite, galopin que vous êtes, je vais spoiler comme un gros salaud. Alors si vous n'avez pas lu cet album, pourvu et velu, quittez cette vidéo. Gros potentiel donc au niveau du titre, même si la couverture n'a rien d'emballante de prime abord. Nonobstant, le contenu intérieur est beaucoup plus intéressant que la couverture ne peut le laisser paraître. Ah! Et vous serez moins déçu que d'écouter France Info. Cet album d'un fort beau gabarit réunit deux aventures de Spider-Man, la première tirée de l'Amazing Spider-Man Annual numéro 13, datant de 1979, écrit par Marv Wolfman et dessiné par John Byrne, et bien sûr ancré par Terry Austin. La seconde partie est quant à elle tirée du Spectacular Spider-Man Annual numéro 1 de 1979, écrit par Bill Mantlo et dessiné par Rick Buckler. La maison Lug a eu la bonne idée de relier les deux histoires à une époque où l'homme araignée avait justement deux titres en cours, sans compter le Marvel Team-Up. Toutefois, jeunes et faibles, il faut que vous le sachiez, pas seulement dans la colle, la lecture de ces deux récits, l'un à la suite de l'autre, n'est pas forcément obligatoire, puisque chaque numéro livre une histoire complète, et du coup, tu peux lire les deux récits indifféremment ou séparément, même s'ils sont censés se suivre. T'as compris ce que je veux dire? Je suis désolé de dire, si vous avez jamais lu cet album, je vais être obligé de spoiler pour l'analyser. Alors, si vous voulez le découvrir par vous-même, je vous invite à quitter cette vidéo, mes petits farfadets. Je vous laisse donc quelques secondes pour partir. Bon, si vous êtes encore là, c'est que vous avez déjà lu l'album, ou que vous vous en battez totalement les bubbles, ou que vous êtes aussi demeuré que les gens qui vivent sur une île, comme par exemple les Anglais. Cette blague était de très mauvaise qualité. Et là, boum, tout de suite, moi je balance. On ne peut que constater que ce numéro est une histoire de fantôme, avec un Spider-Man prenant ses instructions de l'esprit d'un agent des services secrets, Kent Black. Un agent qui a été tué en enquêtant sur un complot du Docteur Octopus. Mais ça, on ne le sait que dans les dernières cases de l'histoire. Bref, le fantôme veut prouver que sa mort était vraiment un meurtre, et non un suicide, et il demande donc de l'aide de notre cher tisseur. Il faut savoir chez leurs lecteurs passionnés que Kent Black était un personnage de l'époque d'Atlas. Il avait son propre livre, Ken Black, Agent of Secret Service. C'était un titre de 14 numéros entre 1951 et 1953. Cette anecdote inintéressante vous est d'ailleurs offerte par Jiffy. Quoi, ça vous fait chier mes anecdotes? Je peux arrêter là si vous voulez les sectes. S'il n'y a rien à redire sur ce récit qui se lit très bien, il faut quand même avouer que certains détails relevant des lois de la physique sont assez gênants pour les lecteurs qui seraient tatillons. En effet, nous le savons, et pas seulement de Marseille, l'araignée est très forte. Mais dans ce récit, la force de Speedé est vraiment trop balèze. À la page 7, par exemple, il prend un chariot élévateur sans effort, mais voyez plutôt.
Non, je voulais dire de regarder avec attention l'image que j'ai prise pour étayer ma brillante démonstration. De même, à la page 21, il plie une poutre en I comme si elle était en aluminium. Alors oui, Spider-Man est fort, mais généralement des exploits de force comme celui-ci nécessitent un effort particulier de sa part. Et là, regardez, il la joue tranquillou bilou pour la plier. C'est assez unbelievable. À l'inverse, lorsque le Docteur Octopus utilise ses bras mécaniques, assez maigres d'ailleurs, pour tordre la poutre autour de Spidey, eh ben, on se rend compte que ce n'est pas possible, et aussi improbable que la moustache de mon voisin portugais. Surtout quand on voit, à la page 23, Spidey casser très facilement l'un des bras mécaniques du Docteur. On constate leur faiblesse structurelle. Non, en vérité, je vous le dis, mes loulous, les bras de poulpe du Docteur Octopus ne sont pas assez forts pour plier cette poutre en I sans se casser sous la contrainte. Je ne sais pas moi. C'est de la physique de base. Hein. Voilà, c'est dit, mais arrêtons de chipoter comme une Géraldine au cul insatisfait le soir d'un bal pour boudin, car cela n'enlève en rien à la qualité de cette histoire et de ses dessins. J'attire votre attention, bande de fripons, sur la page 7, où le lecteur, entomologiste ou simplement ayant de bons yeux, peut voir un journal appelé Daily Planet. Ah bah oui, il faut avoir de bons yeux quand même. Hein. La dernière page dit « Pas de sport », tandis que la première page contient 2 articles, « Lex Luthor s'échappe » et « Dr. Ock aussi ». Ceci est une allusion à la BD spéciale surdimensionnée appelée Superman contre Spider-Man, que je suis très heureux de posséder et dont j'exhibe devant vos yeux éblouis sa beauté âpre et insoutenable, un peu comme moi au passage. C'est super drôle. Passons sans tarder à la deuxième partie de l'album, qui reprend donc le Peter Parker, le spectaculaire Spider-Man annual numéro 1 de 1979. Même si l'intrigue du premier est terminée par une résolution pour le fantôme de Ken Blake, le Docteur Octopus court toujours. Je rappelle que lors du dernier combat de Spider-Man, ce dernier a arraché l'un des tentacules de Doc Ock. Et là, on voit un Peter Parker qui tente de localiser Octavius en analysant le bras au laboratoire de son université, mais c'est une perte de temps inutile dans la BD, car au final, le Docteur Octopus rappellera son bras et Spidey n'aura plus qu'à le suivre. C'est franchement inutile pour le scénario, mais arrêtons de dénoncer, on n'est pas sur Gestapo Simulator. Notons aussi que Bill Mantlo ajoute une nouvelle arme à l'arsenal du Docteur Octopus qui a la capacité de générer un gaz semblable à de l'encre à partir de ses tentacules. On aurait envie de dire que ce n'est pas trop tôt, car initialement le Docteur est un méchant construit sur le thème de la pieuvre, chose que l'on voit rarement dans les récits. Le lecteur a plus l'impression d'avoir affaire à un super scientifique fou qui a des bras mécaniques qu'à un poulpe terrifiant. Et arrêtons-nous un instant sur le rapport que le Docteur a avec ses bras, car c'est assez intéressant. Lorsque Spidey concentre ses attaques sur le tentacule blessé, cela a l'air de faire très mal à son ennemi, au point où Octavius commence à parler à ses bras, comme le ferait un Gollum subéreux dans Le Seigneur des Anneaux. Il est à moi. À moi. Subéreux, adjectif en botanique de la nature du liège. Exemple, Gollum est originaire de Liège, il est donc subéreux. Cette phrase n'a aucun sens dans ce plan de l'existence. Si le premier récit était de bonne facture, ne nous cachons pas de la déception de cette deuxième aventure, tant sur le plan des dessins que du scénario. Après le travail de Byrne, lors de l'épisode précédent, Rick Buckler est vraiment au-dessous, il a du mal à nous flatter la pupille. C'est pas moche, mais c'est en dessous du travail du maître. De même, le complot de Mantlo n'est pas aussi bon que celui de Wolfman dans la première partie, d'autant que le scénariste avait introduit un petit plus surnaturel avec l'histoire du fantôme. Alors voilà, on a l'impression à m'entendre que cet album n'est pas très bon, mais en fait, il n'en est rien. Il est même très satisfaisant pour reprendre les jugements de valeur que tout un chacun se permet de donner aujourd'hui, ici et là sur les réseaux sociaux. C'est de la merde. Pardon, je m'égare de Montparnasse. Oui, je sais, ma blague est datée comme Rachida. Rachida datée, t'as compris? Les histoires restent divertissantes et les dessins sont beaux avec Byrne, et très acceptables avec Buckler. Pour moi, cet album est un très bon souvenir d'adolescence, quand j'avais encore l'acné dans l'ombre, et je ne vais pas cracher dessus. Alors je vous en prie, poussez-vous un peu l'âme au cul, essayez de faire preuve de tolérance et de pondération lorsque vous relirez cet album. Pensez-y, mes redoudous. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute. Non, non, laissez-le. Non, appelle remplacé. Ça va pas. Unbelievable.